Imaginez une silhouette éthérée, posée sur le rebord d'une fenêtre baignée de lumière dorée, les cheveux ébouriffés, une chemise blanche trop grande et un regard qui semble venir d'un autre temps. Je fais du pilates, du yoga, un peu de ballet. Elle pourrait être une apparition des années 70, une muse oubliée de Gainsbourg ou une cousine rebelle de Jane Birkin revenue hanter Instagram. Mais non, elle s'appelle Louise Follin. Et en quelques années, cette jeune Parisienne est devenue l'icône d'un style de vie à contre-courant, entre nostalgie romantique et sensualité assumée. Elle ne défile pas dans les Fashion Weeks traditionnelles, elle les recrée à sa manière, dans les rues pavées de Montmartre, dans les clichés granuleux d'un appareil photo argentique, dans des vidéos silencieuses où l'on devine des draps froissés et des murmures d'amants. Mais derrière cette image si parfaitement vintage, il y a une femme qui dérange. Une femme qui, un jour, a publié une photo l'embrassant son ex seulement 3 jours après une rupture très publique, provoquant un ouragan de commentaires et d'accusations. Provocante, trop libre, trop nonchalante pour certains. Ce que le monde ignore encore, c'est que cette photo n'était qu'un détail, un minuscule éclat d'une vie vécue à contre-courant. Car Louise Follin, loin d'être une simple hit girl, Le garçon manqué parfois. Bon, ça se voit pas là, mais cache une histoire plus profonde. Une histoire faite d'indépendance, d'esthétique et de rupture nécessaire. Voici son histoire. Louise Follin n'est pas née dans un palace, ni dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Elle a grandi dans cette zone trouble et fascinante que certains appellent le Beau Paris. Un endroit où l'esthétique se respire dans les murs, mais où les rêves peuvent s'étioler sous le poids des attentes silencieuses. Fille unique, elle voit le jour dans une famille cultivée, baignée dans l'art, la photographie, les lettres, une famille où les murs étaient couverts de livres, autant que de silence élégants. Sa mère, ancienne mannequin des années 80, avait quitté les podiums bien avant la naissance de Louise. Mais elle conservait dans le regard cette distance énigmatique propre aux femmes qu'on a trop souvent regardées. Le père, quant à lui, était un fantôme élégant, souvent absent mais toujours là, dans les vinyles empilés, dans les volutes de fumée, dans les poèmes griffonnés sur des serviettes. Louise apprend très tôt à observer. Ce n'est pas une enfant qui parle beaucoup, elle contemple, elle note, elle imite, sans jamais copier. Elle grandit entre deux époques, trop jeune pour les souvenirs de mai 68, trop sensible pour le vacarme digital des années 2010. À l'école, elle détonne. Ce ne sont pas ses résultats qui la rendent différente, mais cette façon qu'elle a de se tenir, comme si elle portait en elle un secret. Les autres filles jouent à se maquiller, Louise, elle, fouille dans les cartons de sa mère, essayant des blouses blanches et des pantalons taille haute. Elle n'a pas besoin d'inventer un style, elle ressuscite une mémoire visuelle, un héritage qu'elle semble avoir absorbé par la peau. Mais derrière cette apparente facilité, il y a un trouble. Louise sent très tôt qu'elle ne rentre pas dans les moules qu'on lui propose. Ni assez docile pour être l'enfant parfaite, ni assez rebelle pour être l'élément perturbateur. Elle navigue entre les cases. Adolescente, elle commence à documenter ses humeurs en photo. Un rideau qui danse, une cigarette qui se consume, un regard dans un miroir. Elle crée sans savoir qu'elle crée. Elle exprime sans chercher d'audience. Instagram arrivera plus tard et ce sera une révélation, mais aussi une mise en danger. Car si l'univers familial la nourrit d'art et de liberté, il lui a aussi légué une forme d'intransigeance. Chez les Follin, on ne se vend pas, on ne courtise pas les marques, on méprise la superficialité du succès. Et pourtant, quelque part en elle, une tension naît. Le désir d'être regardée, mais à sa manière. Pas comme un produit, pas comme une égérie qu'on transforme. Louise veut incarner une époque, pas en être l'outil. Ce tiraillement entre indépendance et visibilité va façonner son parcours. Dès le lycée, elle comprend que l'éclat ne viendra pas des bancs d'école. Elle abandonne les études supérieures sans fracas, sans drame, simplement parce que rien dans ce qu'on lui proposait ne vibrait. Elle voulait écrire, photographier, se perdre dans les rues, comprendre ce que c'est que vivre libre. Et cela, aucun diplôme ne pouvait lui offrir. Les premières critiques viennent de là. On l'acquise de paresse, d'irresponsabilité. On la réduit à une jolie fille qui joue avec des filtres rétro. Mais ceux qui la connaissent savent que Louise ne joue pas. Elle invoque, elle convoque un monde disparu. Elle marche dans les pas de femmes comme Françoise Hardy, Anna Karina ou Birkin, sans jamais chercher à les imiter. Elle les écoute comme on écoute une vibration passée. Son enfance, finalement, n'a rien à conte de fées. C'est l'histoire d'une jeune fille née dans un écrin de silence et de beauté qui cherche sa voix sans hausser le ton, qui préfère les soupirs aux cris. Une fille qui ne veut pas conquérir le monde, mais le troubler, doucement. Et cette nuance-là, c'est peut-être ce qui la rend déjà inoubliable. Il n'y a pas eu de centre commercial, ni de recruteur à lunettes criant « Vous, là-bas !» dans une foule. Non,
L'entrée de Louise Follin dans la mode s'est faite comme tout ce qu'il a défini, doucement, lentement, presque à son insu. C'était un après-midi d'automne, Paris s'enveloppait dans une lumière trouble et Louise, à peine 17 ans, avait suivi une amie photographe à un vernissage confidentiel dans le Marais. Elle s'y rendait pour voir des photos, pas pour en devenir une. Mais dans cette salle exiguë, saturée de regards artis et de vin tiède, un homme l'a fixée. Il ne s'est pas approché tout de suite, il a simplement observé. Il était photographe de mode, l'un de ceux qui préfèrent la pellicule au numérique, les erreurs aux retouches. Ce qu'il a vu chez elle, ce n'était pas une beauté classique, ni même un style. C'était une atmosphère, comme s'il était déjà une image avant même d'être cadré. Quand il lui a proposé une séance photo, Louise a hésité, par pudeur, par méfiance aussi. Mais elle a fini par dire oui, parce que c'était une séance à l'argentique, sans maquillage, à la maison si tu veux. Elle a aimé ces mots. Ce n'était pas un casting, c'était une collaboration. La première photo de cette série, une image d'elle assise au bord d'un lit défait, les yeux flous, la bouche entrouverte, a déclenché une réaction en chaîne. Mise en ligne sans prétention, elle a été partagée, repostée, commentée. Ce n'était plus Louise qui cherchait la lumière, c'est la lumière qui la traquait. Peu de temps après, une marque parisienne de prêt-à-porter l'a contactée. Pas une grande maison, non. Une de celles qui croient encore au visage brut, aux histoires vraies. Il ne voulait pas une égérie, il voulait une présence. Elle a accepté, par curiosité, par envie de voir ce que cela donnerait. Ses premiers shootings ont eu lieu dans des décors qu'elle aurait pu choisir elle-même. Un vieux canapé, un balcon fleuri, une cuisine en désordre. Elle ne jouait pas à être une autre, elle était elle-même, simplement mise en scène. Et ça a suffi. Rapidement, son visage est devenu familier sur les comptes Instagram de marques comme Rouge, Musier ou même Chanel, qui l'ont approchée pour incarner une idée du chic français revisité. Pas le chic rigide et distant, mais le chic d'une fille qui enfile une robe sans soutien-gorge et qui s'en moque. Mais cette ascension n'était pas sans frottement. À la maison, sa mère, bien qu'ancienne mannequin, n'a pas immédiatement validé cette trajectoire. « Tu sais que ce monde n'est pas tendre, Louise. Tu sais ce qu'ils attendent de toi. » Mais Louise n'était pas naïve, elle savait. Et pourtant, elle voulait essayer, à sa manière, sans concession. Ce qui la distinguait, c'était précisément cela. Elle ne faisait pas de compromis. Si un photographe lui demandait de poser d'une façon qui la dérangeait, elle refusait. Si une marque voulait la transformer, elle partait. Elle n'avait pas besoin de ce monde, et c'est pour cela qu'il la désirait. Sa notoriété n'a pas explosé, elle a infusé, comme un parfum lentement répandu dans une pièce fermée. On ne la voyait pas sur toutes les affiches, mais dans les photos que les gens gardaient en favoris, dans les tableaux Pinterest des adolescentes rêvant de Paris, dans les comptes moodboard où ses boucles et ses sourires paresseux devenaient des repères esthétiques. Louise n'était pas entrée dans la mode, elle l'avait doucement contaminée. Il n'y a jamais eu de moment précis où Louise Follin a explosé. Elle n'a jamais couru les tapis rouges, ni fermé les défilés de la Fashion Week avec des robes de 30 kilos. Et pourtant, son visage s'est imposé partout, dans une sorte de murmure collectif. Ce n'est pas elle qu'on voyait d'abord, c'était une ambiance, une image floue, sensuelle, indéfinissable. Puis on comprenait, c'était encore Louise. Son premier grand tournant est venu avec Rouge, la marque fondée par Jeanne Bannas, autre icône du Paris fantasmé. Elles se sont croisées dans un café du 11e arrondissement. Rien n'avait été prévu. Jeanne l'a vu et la connexion fut immédiate. Louise, c'était l'essence même de la marque, libre, vintage sans passéisme, féminine sans vulgarité. Elle devient rapidement l'un des visages phares des campagnes de Rouge, souvent photographiées en lumière naturelle, dans des appartements bohèmes, en robes fleuries et pieds nus. Puis Chanel est arrivé. Pas dans les bureaux en marbre de la rue Cambon, non. C'est un directeur artistique, fan de ses autoportraits Instagram, qui l'a contacté. Il voulait quelque chose de vrai, une beauté moins formatée. Elle a d'abord cru à une blague, mais quelques mois plus tard, elle se retrouve à poser dans une campagne beauté minimaliste, entourée de fleurs séchées, dans un silence presque religieux. Pas de paillettes, juste elle, sa peau nue, ses yeux mi-clos, et cette impression d'appartenir à une époque suspendue. La presse commence à parler d'elle comme le visage rétro de la génération Instagram. Vogue la décrit comme l'anti-influenceuse devenue influence. Ces photos ne vendent pas du rêve, elles vendent un souvenir. On ne clique pas sur Louise Follin, on s'y attarde. Mais ce n'est pas seulement l'image qui fascine, c'est la cohérence. Louise choisit tout, le photographe, le stylisme, le lieu,
Elle refuse les briefings marketing. Elle ne pose que si elle ressent. C'est cela sa force. Dans un monde saturé de contenu, elle impose le silence. Ses campagnes sont attendues comme des poèmes visuels. On ne veut pas savoir ce qu'elle porte. On veut savoir où elle était, ce qu'elle pensait. Un jour, un grand couturier aurait dit en parlant d'elle « Louise ne vend pas une image, elle vend un silence. Et dans ce silence, on entend battre l'envie de vivre autrement. » C'est peut-être cela le sommet de sa carrière, n'avoir pas succombé au bruit, avoir prouvé que l'on peut briller sans crier, que l'élégance est parfois dans l'absence, que la vraie gloire, c'est de rester soi-même dans un monde qui exige qu'on se travestisse. Dans un monde où chaque like peut se convertir en contrat, Louise Follin a osé dire non. Non à l'agenda imposé. Non à la dictature de la visibilité. Non à l'idée même de devoir profiter de sa beauté. Ce n'était pas une posture, c'était une nécessité. Très tôt, elle a compris que l'industrie qui l'avait approchée avec douceur pouvait vite devenir une machine vorace. On lui a proposé des collaborations avec des géants du luxe, à condition de se maquiller différemment, de sourire davantage, de poser avec un angle plus commercial. Elle a refusé. Si vous voulez une autre Louise, trouvez-la. Moi, je n'ai qu'un visage. Cette phrase, prononcée un jour lors d'un brief tendu avec une grande agence, a circulé dans les couloirs comme un aveu d'arrogance. Mais ce n'était pas de l'orgueil, c'était une déclaration d'intégrité. Son compte Instagram, qu'elle aurait pu monétiser comme tant d'autres, est resté un espace de création personnelle. Pas de code promo, pas de partenariat avec des marques de détox ou de mascara. Louise préfère poster une photo floue d'un chat sur un toit que de vendre un rouge à lèvres. Et ce choix, dans l'univers ultra codifié de la mode digitale, est un acte de résistance. Elle a aussi bousculé les attentes autour de la féminité. Là où les autres affichent des corps sculptés par les filtres, Louise montre ses cicatrices, ses cernes, ses jours sans lumière. Elle a publié des clichés d'elle en larmes après une rupture, sans commentaire, juste une image brute. Pas pour provoquer, pas pour faire du buzz, mais parce que c'était vrai, parce que cette vulnérabilité-là faisait aussi partie d'elle. Et ce réalisme a troublé. Une polémique majeure a éclaté lorsqu'elle a partagé une photo l'embrassant tendrement son ancien compagnon, seulement 3 jours après l'annonce publique de leur séparation. Les commentaires ont fusé, trop légère, trop désinvolte, immature. Certains ont crié au scandale, d'autres l'ont accusée de manipuler l'émotion des fans. Mais Louise, fidèle à elle-même, n'a rien supprimé. Elle a laissé la tempête passer. Elle n'a pas donné d'explication. « Je n'ai pas à m'expliquer de vivre ». Cette phrase, sobre, postée quelques jours plus tard, a cloué le bec à beaucoup. Car Louise ne joue pas selon les règles. Elle ne cultive pas le mystère, elle l'habite. Elle ne répond pas aux attentes, elle les déconstruit. Ce refus de se formater, de répondre aux exigences implicites de la féminité instagrammable, en a fait une icône involontaire du féminisme silencieux. Pas celui des slogans criés, mais celui des actes ténus, personnels, radicaux. Elle a aussi refusé le diktat de la minceur extrême. Bien qu'elle en sait, Louise n'a jamais cherché à affiner davantage sa silhouette pour coller aux standards des podiums. Une célèbre maison de couture lui aurait demandé de sécher un peu avant une campagne. Elle n'est jamais revenue. « Mon corps n'est pas à louer », aurait-elle dit. Et puis, il y a ce choix de disparaître parfois sans prévenir, de quitter les réseaux pendant des semaines, des mois, pas pour faire un retour dramatique, juste parce qu'elle en avait besoin. Ce droit au retrait, à l'invisibilité temporaire, est une rébellion rare dans une époque obsédée par la présence constante. Pour Louise, ne pas être là, c'est aussi exister. C'est peut-être cela son plus grand acte de courage, avoir affirmé que l'on peut être mannequin sans être un produit, que l'on peut séduire sans s'exposer, qu'on peut poser nu, elle l'a fait, magnifiquement, pour un projet artistique, sans jamais être objectisée. Louise Follin ne s'est pas construite contre les règles, elle a prouvé qu'elles ne s'appliquaient pas à elle, et dans ce faisant, elle en a inspiré d'autres. À sa manière discrète mais inébranlable, elle a redéfini les contours de ce que peut être une femme, une muse, une icône, sans jamais se laisser enfermer dans aucun de ces mots. On dit souvent que le plus grand luxe, dans notre ère saturée, c'est de disparaître. Mais quand Louise Follin s'est retirée de la scène numérique, ce ne fut ni un geste artistique, ni un coup de com'. Ce fut un besoin vital, une nécessité intime, presque organique, de silence. Personne ne s'y attendait. Un jour, ses publications ralentissent, puis plus rien. Plus de stories, plus de photos. Juste une absence, pesante, dans les fils d'actualité. Ce retrait n'a pas été annoncé. Aucune explication, seulement un vide. Les rumeurs ont vite émergé. Burn-out, rupture douloureuse, rejet de l'exposition. Certains y voyaient une stratégie, d'autres une fragilité. La vérité, comme souvent avec Louise, se situait ailleurs.
dans cette zone floue qu'elle affectionne tant. Ce n'était pas une crise visible, c'était une lente érosion intérieure. Les mois précédant cette disparition avaient été tendus. Derrière les images douces, les robes fluides et les petits déjeuners ensoleillés, Louise se débattait avec une fatigue sourde. Elle ne supportait plus d'être observée. Chaque photo postée lui donnait l'impression d'être disséquée. Chaque commentaire, même bienveillant, devenait une intrusion. Elle ne reconnaissait plus l'espace qu'elle avait créé. Son Instagram, autrefois journal de bord poétique, était devenu une scène, et elle, une actrice malgré elle. C'est aussi à cette période qu'une ancienne interview ressurvit. Un extrait hors contexte, où elle évoquait avec désinvolture ses désirs changeants en amour, fut transformé en preuve de son instabilité émotionnelle. Les tabloïds en ligne s'en emparent. Une vague de critiques, de moqueries parfois violentes, l'atteint de plein fouet. Elle lit tout, elle encaisse, et puis elle coupe. Internet, les appels, les engagements. Elle part à la campagne, chez une amie dans une maison de pierre sans Wi-Fi, entourée d'arbres et de silence. Elle y reste plusieurs semaines, puis plusieurs mois. Elle marche, elle écrit, elle dort. Elle ne prend plus de selfies, elle ne se maquille plus. Elle redécouvre la lenteur, le froid du sol sous ses pieds, le goût du pain tiède sans filtre. Parfois, elle pense ne jamais revenir. Mais Louise n'est pas en fuite, elle est en réinvention. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que son retrait n'était pas une fin, c'était une pause, un mouvement de recul pour mieux respirer. Elle commence à peindre, à lire des journaux intimes d'artistes femmes oubliées. Elle écrit des lettres qu'elle n'envoie pas. Elle s'extrait du rythme, du bruit, de l'obligation d'être visible. Un jour, discrètement, elle reposte une photo. Une image simple, une fenêtre entr'ouverte, un rayon de soleil sur le parquet. Aucun visage, aucun mot. Mais ceux qui la suivent comprennent, Louise revient. Pas pour rejouer l'ancienne partition, mais pour créer une nouvelle mélodie. Elle n'a pas besoin d'expliquer son absence. Sa réapparition est déjà une réponse. Les journalistes essaient de l'approcher. Elle décline, elle refuse les interviews, les couvertures. Pas par snobisme, mais parce qu'elle a enfin compris que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres. Elle est restée absente plus d'1 an, une éternité dans l'univers numérique. Et pourtant, elle n'a rien perdu. Au contraire, son retour discret fascine, il intrigue, il apaise. Louise ne s'est pas effondrée, elle s'est effacée pour mieux se retrouver. Cette période d'ombre, loin de ternir son image, l'a auréolée d'une force nouvelle. Elle n'est plus seulement cette muse rétro qu'on admire, elle est devenue une femme qui choisit quand, comment et si elle veut être vue. Dans un monde qui exige qu'on s'expose jusqu'à l'épuisement, sa disparition fut son acte le plus radical, et son silence, son cri le plus puissant. Elle n'a jamais crié son nom, elle ne s'est jamais battue pour une place. Louise Follin s'est contentée d'exister, pleinement, librement, à sa manière. Et dans ce choix rare, elle a ouvert une brèche. Elle a montré qu'on pouvait être une image sans devenir une marchandise, qu'on pouvait inspirer sans s'expliquer, qu'on pouvait aimer, s'exposer, disparaître et revenir, sans justification. C'est que Louise laisse derrière elle n'est pas un catalogue de campagnes ni une collection de collaborations. C'est une esthétique, une manière d'être femme, douce et indocile à la fois. C'est aussi une leçon de silence à l'heure où tout le monde parle trop. Une posture qui dit « Je suis là, mais je ne vous dois rien ». Elle n'a pas révolutionné la mode. Elle a prouvé que la révolution pouvait se faire dans un regard flou, dans un refus poli, dans une photo sans hashtag. Et peut-être que c'est cela son véritable legs, une présence rare qui rend le reste un peu trop bruyant. Alors aujourd'hui, on se demande, le monde de la mode mérite-t-il vraiment une fille comme elle ? Ou peut-être devrions-nous poser la question autrement ? Et si c'était elle, justement, qui méritait mieux que ce monde-là ?